On va aborder maintenant la dernière séquence de cette matinée. On va évoquer l'état de l'art et l'état de la pratique géotechnique et surtout nous intéresser à leurs écarts, justement, avec une synthèse d'une grande enquête qui a été conduite sur le sujet, une enquête conduite en partie, parce qu'il n'était pas tout seul, mais présentée par Pierre Delage, professeur de géotechnique à l'École des Ponts, directeur de recherche au laboratoire Navier et président, Roger Franck l'a dit tout à l'heure, du comité de supervision des comités techniques à la SIMSG. Pierre Delage, justement, la SIMSG a récemment mené cette grande enquête internationale sur l'écart entre l'état de l'art et l'état de la pratique en géotechnique. Quelles ont été les raisons de la conduite de cette étude et comment est-ce qu'elle a été menée ? Oui, eh bien, la première question, enfin, comme l'a dit Roger d'ailleurs, c'est une initiative du groupe présidentiel des entreprises associées que j'ai rapporté ici. Vous voyez en rouge que les sociétés françaises ou ayant une activité importante en France ont un rôle, une présence forte dans ce comité. Et de façon un peu provocatrice, donc moi je représentais les comités techniques en tant que président là, du comité de supervision. Et ce groupe-là m'a regardé en disant « Mais vous, vous servez à quoi ?» Et en gros, vous êtes supposé coordonner les activités de la société, mais nous, bon, on paye une cotisation à la Société internationale, qu'est-ce qu'on a en retour ? Et en fait, de la part de ceux qui ont posé ça, il y avait en arrière-pensée, vous, finalement, n'êtes-vous pas un ramassis d'universitaires oisifs qui vous amusez sur des problèmes qui vous amusent, et qu'est-ce que ça nous apporte à nous ? Alors, j'ai tout de suite paré à cette attaque perfide par des statistiques très claires, et je crois qu'en particulier en France, on le montre bien, hein, que la participation au sein du CFMS des entreprises est très importante et majoritaire par rapport à celle des universitaires au sens large. Et c'est également le cas dans la plupart des commissions techniques. Mais les animateurs du groupe présidentiel étaient vraiment convaincus de ça. Alors j'ai eu beau leur montrer les statistiques, dans les débats qu'il y a eu à Séoul lors de la restitution, il y avait toujours un peu cette présomption de culpabilité. Mais bon, elle est fausse. Et donc il y a certains comités techniques, donc Roger les a présentés tout à l'heure, qui sont à majorité praticiens. Alors, je ne dis pas professionnels parce que nous autres faisons de notre mieux pour tenter d'être professionnels également en enseignement-recherche. Donc, je dirais pratique et puis enseignement-recherche. Donc, il y a par exemple un comité technique sur l'offshore, c'est à peu près que des gens de la pratique, l'amélioration des sols, etc. Il y a toujours un petit peu des universitaires qui sont dedans, mais essentiellement, certains comités, ceux qui sont dédiés à des investigations sur les problèmes pratiques, comme les fondations profondes, les sols mous, etc., c'est essentiellement des praticiens qui se réunissent et qui sont en demande de plus de connaissances. Donc on en arrive, les praticiens ont un certain état de la pratique, qui veulent plus de connaissances, ils se tournent vers les comités techniques, ou ils sont dans les comités techniques qui se préoccupent d'état de l'art. Donc, juste la procédure, en fait, notre comité a beaucoup travaillé sous l'impulsion du comité des entreprises. On a contacté tous les comités techniques, on leur a posé le problème de cet écart entre l'état de l'art et l'état de la pratique. On leur a demandé de nous fournir des questions. Donc, il y a 33 comités, il y en a 29 qui ont répondu, un certain nombre de questions. Ces questions ont ensuite été mises sur un site de questionnaires, et les gens des comités techniques et d'autres gens ont répondu à ces choses-là. Donc ça s'est fait en 2017, début 2017, ça a été assez intense, et puis les résultats ont été présentés à Séoul en septembre 2017. Alors vous avez bien répondu à ma question, je ne suis pas sûr que vous ayez fait suivre les dias, parce que la deuxième question, c'est comment est-ce que vous définissez justement aujourd'hui la différence, l'écart et la situation et l'évolution entre l'état de l'art et l'état de la pratique, et quelles ont été les différences, les écarts que vous avez pu constater à l'issue de cette grande enquête internationale? Voilà, alors c'est un grand problème, mais quand je suis arrivé, les gens m'ont dit « Mais comment vas-tu parler de ça en 15 minutes ?» Je n'ai pas pu négocier plus de temps, mais je crois qu'il y a énormément de gens dans la salle qui sont intéressés par ce problème. Alors, on a eu un bon retour déjà pour montrer que ça se passe bien avec les présentations particulières de Patrick Berthelot sur ce que le CFMS apporte à la profession. On est en plein dans le sujet. Le retour que je vais faire, moi, il est plus international, hein, mais j'ai l'impression, au vu de l'international, et ça confirme
quelque chose que je sentais, que la situation en France est plutôt bonne. On a vu toutes les initiatives qui partaient sur des problèmes réels qui se posent et qu'on cherche à résoudre par les commissions de travail. Et on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des traductions en anglais de nos travaux. Et François Schlosser, qui est dans la salle, avait été pionnier à l'époque avec les recommandations Cloutaire. On avait inventé la terre armée et le clouage en France, on l'a traduit en anglais, c'est des documents qui sont devenus internationaux. Mais si j'en reviens au contexte international et au rôle des comités techniques, voilà, ici c'est Peter Day, qui est maintenant membre aussi du comité des entreprises, qui avait présenté ça. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il appelait le cycle de la... Bon, c'est quelque chose de connu. Hein. Vous avez la recherche, on doit la vulgariser, l'évaluer, il faut arriver à transférer vers l'industrie pour que ça soit mis en œuvre en pratique. Ensuite, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. On fait un retour et on espère que la recherche, à nouveau, fasse progresser. Donc, c'est dans le cas des interactions entre recherche, enseignement et pratique. Alors, le rôle des comités techniques là-dedans, la raison pour laquelle moi j'avais été mobilisé, et les comités techniques de la société ont été mobilisés, c'est dissémination, connaissances et pratiques, élaboration de guides et de recommandations techniques, assistance au congrès. Alors on a parlé du congrès de 2011 et de tous les congrès qui ont été faits. Ce sont des lieux importants, en particulier pour parler à la fois de l'état de l'art et de la pratique, et puis d'interagir ici, de la recherche avec les entreprises. Et donc, les comités techniques, Roger en a parlé. Vous avez ici, effectivement, la série numérotée 100. C'est plutôt l'enseignement-recherche parce que ce sont les aspects fondamentaux. La série 200, applications, c'est plutôt dirigé par les gens de la pratique. Et puis, ici, une série 300 sur les impacts sociétaux. Donc, voilà, vous avez un peu le cadre dans lequel s'est passé au niveau international ces choses-là. Donc, on a eu, voilà, ici, réponse à ce fameux questionnaire. Bon, c'est pas trop mal, hein, on espère toujours avoir mieux. 68 pays, 1269 réponses. Les promoteurs, c'est les Australiens et les Français, donc on se trouve en tête des réponses. Les Américains, l'Europe a bien répondu. Et puis, vous avez ici, c'est quand même intéressant de voir qui a répondu au niveau international, les bureaux d'études, enseignement-recherche, les constructeurs, les entreprises, les organisations gouvernementales, les fournisseurs, et puis les opérateurs et les asset owners. J'ai toujours du mal un peu à traduire ça. Les maîtres d'ouvrage. Voilà. Donc, c'est la question et c'est la réponse. On dirait qu'on a un peu préparé notre coup. Hein. État de l'art pratique, bon, c'est des choses connues. Hein. Ici, c'est l'avancement des connaissances, des bases fondamentales sur laquelle on élabore nos approches, théoriques ou pas théoriques, dépendant de la complexité du problème, pour le transférer dans la pratique. Voilà. Alors, il y a des comités techniques qui font ça et qui considèrent qu'ils disposent bien d'un état de l'art. La question de l'état de l'art, c'est que autrefois c'était bien parce que dans les conférences internationales ou régionales, il y avait des gens qui étaient chargés de faire des états de l'art. Moi, je me rappelle, François Schlosser a fait quelque chose sur l'amélioration, le renforcement des sols. Après, on se référait à ça. On avait quelque chose d'assez large. Il y a des limites à ça, d'abord parce que ça se fait plus systématiquement maintenant, et il y a aussi des limites parfois parce que les conférenciers considèrent que l'état de l'art, c'est leur propre contribution. Donc c'est un petit peu des limites. Donc parfois on en dispose des états de l'art et c'est bien, parfois on n'en dispose pas, et il y a des connaissances un petit peu fondamentales mais éparses qu'on n'arrive pas facilement à réunir. Donc on sait que les connaissances existent, mais il faut pouvoir aller les chercher quand elles sont disponibles, ce qui n'est pas toujours évident. Peut-être que les gens sont plus paresseux qu'autrefois, mais je pense que dans les conférences de la Société internationale, je ne sais pas si le président passé, Roger Franck, serait d'accord avec moi, ça serait bien de retourner vers ces demandes d'un grand expert, de véritable état de l'art. Je pense que ça aiderait beaucoup la profession dans un certain nombre de domaines. Maintenant, l'état de la pratique, ben voilà, ce sont des synthèses d'analyse et d'expérience pratique. C'est un retour d'expérience de la pratique à un moment donné. Alors, des fois, il y en a qui sont très bien, mais d'abord, il faut qu'elles existent également, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis, quand elles existent, il faut voir si elles sont ou pas actualisées. Ça dépend un petit peu. La question qui se pose après, c'est de savoir
comment on intègre les progrès techniques et comment on peut actualiser les codes. Alors là, on a la difficulté évidemment des réglementations, des codes et des choses comme ça qui font qu'on a un peu d'inertie, les choses sont un peu bloquées. Et puis des fois, il y a carrément des règles qui ne sont pas cohérentes. C'est les gens de géo-environnement qui se sont plaints de ces choses-là en disant bah oui, mais les codes nous limitent, voilà. Et puis voilà, alors ça c'est un retour aussi qu'on a eu, c'est que quand on n'a pas d'état de la pratique et que chacun se base sur son expérience personnelle, c'est quand même risqué. Ensuite, on détaille... Ouais, donc l'état de l'art, voilà, on en trouve, j'ai évoqué les congrès internationaux, il y en a qui sont parfois vieux, ça je l'ai dit aussi, et il y a le rôle des comités techniques. Alors là, j'essaye un peu de pousser, mais bon, les gens font, c'est toujours du bénévolat, mais j'essaye de faire en sorte que, en tant que coordinateur de tout ça, qu'on arrive à avoir les états de l'art dans les domaines où ils sont nécessaires. Le bilan d'état de la pratique, donc là c'est le retour. On s'observe que dans les domaines risqués, qui sont évoqués ici, il y a des codes. Et dans les domaines où ça bouge aussi, où les entreprises sont dynamiques, souvent quand il y a de l'innovation, on a aussi des choses qui se passent. Donc ça, j'ai pas mis les numéros, mais ce sont des comités techniques qui correspondent à tous ces thèmes-là. Et puis, ceux qui ont trouvé qu'il y avait un écart important et qui avaient besoin de guides et de recommandations, c'est sur les thèmes que vous voyez ici. Alors, ça, c'est risqué. Ça, c'est parce qu'on fait beaucoup d'innovation en offshore, c'est toute la géotechnique offshore. L'amélioration des sols, il y a 2 thèmes qui ont été par le comité technique, enfin, vous voyez. Des risques, on voudrait des choses plus claires. Ça, c'est intéressant. Les gens des séismes considèrent que la formation de base n'est pas suffisante et que les gens ne sont pas au niveau. Voilà, les problèmes critiques, ça revient un petit peu. C'est encore une fois le retour de code. Les séismes, on sait qu'il y a des problèmes. On voit la liquéfaction, par exemple, ici. Les ELU, ELS, il y a des problèmes de fond. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Stabilité des pentes, ça c'est un problème clair. Le coût des reconnaissances, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais tout le monde a ça en tête. La bonne perception des données de terrain, ça a été évoqué avec le sud-ouest ici, la géologie, voilà, quelque chose de technique quand on a un glissement de terrain, jusqu'à quelle distance il peut aller. Donc vous voyez qu'il y a des choses assez précises qui sont sorties. Voilà, des questions sur les risques. Voilà. Alors, juste avant de passer à la dernière vue, cette étude internationale qui a mélangé, qui a fait participer tous les comités techniques, et notamment les praticiens, qui étaient au départ pas forcément satisfaits et qui disaient on n'a pas de contrepartie. Est-ce qu'au final, avec la livraison des résultats qui a été faite, je crois, à Séoul, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a amélioré ou que ça va améliorer l'efficacité, la nature des relations entre la recherche, donc l'académique et les praticiens, donc tous les acteurs d'un même monde finalement? Oui. Encore une fois, les gens qui ont animé, les gens du groupe présidentiel avaient une position un petit peu plus extrême que beaucoup des membres des comités techniques qui ont répondu, qui étaient plus conscients de la réalité des faits et des bonnes relations. On a eu, par exemple, là, pendant la vidéo, un retour sur la centrifugeuse qui étudie donc à l'IFSTAR de Nantes les fondations des monopieux. C'est bien une demande de l'industrie et ça montre bien que ça se corrèle bien. Donc la situation est moins dramatique que telle qu'elle était posée. Mais oui, ceci dit, c'est bien parce qu'au niveau de la société internationale, maintenant le groupe des entreprises associées a réussi à obtenir dans toutes les prochaines conférences régionales des différentes régions, Europe, Asie en particulier, Amérique, qu'une séance spéciale soit consacrée à ce thème. Et donc, ils font un lobbying précis. Et donc, dans chaque nouvelle conférence régionale, il va y avoir une session pilotée par les entreprises associées en disant, qu'est-ce qui se passe? On en est où des relations? Qu'est-ce que vous faites? Etc. Donc ça, c'est une prise... la prise de conscience existait déjà, mais elle est formalisée. Et c'est quand même bien de savoir qu'on va pouvoir discuter de ça. Et je pense que ça va attirer pas mal de gens aux conférences, que ça soit de la pratique ou de l'enseignement recherche. Et tout ça est bénéfique pour la progression, l'amélioration, la reconnaissance de la géotechnique? Oui, évidemment, ça fait progresser le niveau technique, mais je pense que, encore une fois, je ne veux pas nous lancer des fleurs, c'est pas trop mon genre, moi, d'être cocorico, finalement, parce qu'on est beaucoup sur Internet, mais je trouve, et c'est confirmé aujourd'hui, qu'en France, ça marche pas trop mal, peut-être aussi parce que plus que dans d'autres pays, en particulier plus que chez les anglo-saxons,
On a le soutien d'institutions gouvernementales. On a un ministère transition écologique qui s'appelle maintenant, il change de nom tous les ans ou tous les 2 ans. De ministres également. Les ministres aussi, hein, voilà. Qui soutiennent, il y avait les projets nationaux, par exemple. L'État mettait 50%, si les entreprises et les labos mettaient 50%, on partait sur un thème connu. Donc il y a je pense en France, et c'est pour ça que je conclurai là-dessus, grâce au soutien de l'État, au fait que c'était le cas d'ailleurs, je ne sais plus si c'est aussi vrai, mais on a eu une forte culture technique dans notre ministère de tutelle qui se dissipe pas mal maintenant, mais ça a permis en tout cas d'en arriver où on en est maintenant. Et si on veut en savoir plus, Pierre Delage, il y a la revue française de géotechnique, et c'est en accès libre et gratuit. Oui, moi je l'ai trouvé très facilement. C'est fini. Pile poil. Pile poil. Bravo. Merci Pierre Delage. Alors, non, restez, Pierre, restez ici, restez avec nous. Justement, vous allez être le point de transition. Non, mais c'est pas pour vous faire parler, hein. C'est pour vous prendre en photo. Je vais demander, on est à la dernière séquence de la matinée, juste avant de prendre le déjeuner. Comme c'est une journée événement d'anniversaire, on va faire une petite photo de famille. On peut pas se prendre tous en photo, hein. On va faire une photo de famille. Je vais demander à tous les intervenants, y compris ceux que j'ai interviewés dans la salle, de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Et on va faire à la fois une photo et on va leur remettre, en remerciement de leur contribution, un petit cadeau. Voilà. Et je vais vous demander de bien vouloir vous mettre ici, sous la lumière. Pas au fond de la scène, mais plutôt devant la scène, sous les projecteurs. Voilà. Et là, on va vous envoyer des fleurs, monsieur Delage, sans doute. Voilà. Et puis on attend surtout Valérie Bernard et Nathalie Bory, parce que ça manque de femmes, hein, ici. Symbolique. Merci beaucoup. C'était super. Voilà, au milieu. Voilà, la présidente. Oui, sous la lumière. Voilà, on peut les applaudir, évidemment. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous de nous avoir suivis toute la matinée. Une matinée qui a été dense, riche et longue. On se donne rendez-vous. Là, c'est le moment du déjeuner qui va être pris en bas. On se donne rendez-vous ici à 14h10 pour la suite de cette journée. À tout à l'heure. Bon appétit.